Et l'autre affaire qu'on oublie souvent, c'est plus il va y avoir de diplômes, donc plus les gens vont pas quitter soit le bac, soit le certificat, soit la maîtrise, soit le doctorat, ben plus il va y avoir aussi une rentrée d'argent sur le fait d'avoir des diplômes. T'es-tu en Donc train de ça, dire là, que l'université est un Tinder du savoir? oh non! Oh non, 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 non. Je suis en train de dire que c'est une belle fabrique à diplôme là Oui. aussi. Puis que toute sa façon de concevoir finalement ces rénovations, des chaires de Mhm. recherche qui maintenant sont rendues financées par le privé, des rénovations avec salle de cours qui est une présentation de telle industrie puis telle industrie. Allez au HEC, vous allez voir, c'est partout, partout comme ça. Bref, c'est ça qui va mal dans les universités. C'est-à-dire que la mission première d'une université, c'est euh, d'être au service du bien public, du Mhm. bien commun. Oui. C'est ça, ultimement. De penser la société, de penser la société de différentes manières, tu sais, en tant que sociologue, en tant que biologiste, en tant que ci, en tant que ça. Ça, c'est ça le propre de l'université. Comment elle y arrive, c'est dans le comment, finalement, Mhm. que le bas blesse. Puis ça, ben, ça s'installe au fil du temps. Bonjour tout le monde, bienvenue à The Long and Winding Answer et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour une deuxième fois, à la demande générale, mon ami Joël Tremblay, qui est directrice générale de Technocompétences et philosophe. Alors Joël, bienvenue et j'ai envie de te lancer tout de suite dans cette Long and Winding Answer. C'est quoi le rôle du philosophe en 2026? De rien. Merci, bonjour. Merci encore de l'invitation, de ce renouvellement d'invitation. Le rôle du philosophe en 2026, il est, je dirais, enviable présentement. Mhm. J'aurais envie de dire ça comme ça. Parce que pendant très longtemps, on a vu la philosophie mauvaise presse depuis, j'oserais dire, les présocratiques à peu près. J'oserais dire ça. Moi, je l'appelle la discipline poussiéreuse, puis c'est pas pour rien, c'est avec beaucoup d'amour, mais c'est que on traîne un bagage avec cette discipline-là qui est quand même assez lourd à porter quand on sait pas comment composer avec ça. En 2026, puis je dirais au 21e siècle, c'est d'autant plus primordial de savoir de quoi on parle quand on prend parole, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs dans notre vaste monde. Puis une des blagues qu'on pourrait toujours dire en philosophie, c'est que c'est un problème de définition. Tu sais, on peut faire un long débat tant et aussi longtemps qu'on s'est pas entendu sur de quoi qu'on parle. Donc, la place de la philosophie en général, de l'éthique aussi, est enviable parce que la philosophie, c'est la discipline des questions sans réponse. Elle s'intéresse à absolument tout, puis ça nous permet de faire un une grande recherche accompagnée des géants de notre de partout de partout dans le monde, les géants de l'humanité finalement, puis de pouvoir mettre sa pierre en tant que philosophe dans l'appareil discursif puis d'analyse qui est notre époque actuelle. Puis, j'oserais dire un troisième point pour une place enviable, c'est pas parce que les géants du web, là, présentement, se sont retrouvés avec
un besoin impérieux de mettre des philosophes dans leur équipe d'ingénieurs pour coder l'IA, là. Ça Mmh. fait déjà longtemps qu'il y avait quand même des éthiciens en chef là, chez Meta, chez Alphabet, de Google, puis tout ça. Mais quand l'IA est sortie, étrangement, tout ce beau monde a été remercié et pas de belle manière. Puis là, ben, tout d'un coup, on revient avec ça. Mais ce que la là où ce que je veux en venir, c'est qu'on est des empêcheurs de tourner en rond. Oui. À se Puis là, poser ces questions-là d'avance, avant de sortir une nouvelle bébelle puis un nouveau produit, ça fait en sorte que quand le lancement va être fait, ben, on risque de s'être posé des questions que autrement on se serait pas posé. OK, je mets une petite pin là-dedans parce que Oui. c'est un peu le rôle de la neurodivergence dans les équipes, mais on va y revenir plus tard parce que là, tu as Oui, parlé de quelque chose de super intéressant pour moi, en oui. tout cas. Tu as parlé Mmh. des présocratiques, des socratiques, de poussière. Ouais. Dans mon esprit, ça m'a rappelé l'Agora. L'Agora m'a Mmh. amené à penser à Twitter, qui est un shitstorm de n'importe qui peut parler là-dessus. Mais Oui, au dernier épisode, tu as parlé de la classe, puis de oui. puis le triumvirat qui crée cette classe-là. Rappelle-nous, s'il te plaît, c'est ton principe avec la classe, puis donc peut-être le rôle du philosophe comme un des piliers de cette classe-là. Ben, la classe, en fait, pour moi, c'est pas uniquement et simplement un prof des étudiants. Mhm, C'est bel et bien, le troisième élément qui est notoire, c'est-à-dire la matière, la discipline dans lesquelles, mhm, qui nous réunit, lors de ce moment-là de la classe. La classe est possible uniquement et simplement quand il y a la rencontre entre ces 3 éléments-là. Si un élément manque, on ne peut pas dire qu'on est en train de faire de l'éducation. Si on enlève le prof puis on le remplace par une IA, par exemple, ben, on n'est pas en train de faire de l'éducation. On mhm. n'est pas en train de faire de l'enseignement. Si on enlève les étudiants puis on a juste le prof et la matière, c'est la même chose et inversement. Et donc, puis tu sais, si on enlève la théorie, puis qu'on garde juste le prof puis, les étudiants, ben ça voudrait dire ça laisserait supposer que le prof est capable d'enseigner absolument n'importe quelle théorie, alors que c'est pas vrai. On est expert dans quelque chose, puis c'est là où, justement, le principe de philosophe, au 21e siècle, en 2026, prend tout son sens. C'est que pas tant nécessairement qu'il doit être, uniquement et simplement à l'école, mais qu'il doit, prendre, ce poids-là de la tradition qu'on appelle, souvent de manière, séculaire, puis de l'amener dans des moments de décision, dans des tables de concertation, dans des comités, parce qu'il y en a là, des comités dans ce moment. Quelques-uns. Quelques-uns. Puis puis tout ça dans un but non pas uniquement et simplement de rester dans les idées, puis pas être capable d'être pragmatique, puis de faire des choses, mais bel et bien pour être peut-être l'unificateur entre ces 2 mondes-là. Tu sais, souvent, on va taxer les philosophes de rester dans le monde des idées, dans leurs bouquins, puis Mhm. de préférer être là. C'est un constat, on peut le dire, mais il y a rien de mieux qu'un philosophe, un intellectuel, on pourrait même le dire, qui revient dans la cité puis qui, au lieu de prêcher, fait participer, en fait, les autres membres de la société au à ce dialogue-là. Puis ça, profondément, là, on l'a perdu en tant qu'humanité, là. Ça, c'est intéressant parce que ça me rappelle l'économiste américain Thomas Sowell, qui a quelques griefs contre l'intellectualisation de la société, entre autres, Complètement. beaucoup plus conservateur. Mmh. Et il y a une chose qu'il dit qui est super intéressante puis qui rejoint exactement ce que tu viens de dire. Il dit,
il parle des intellectuels, mais ça peut être les philosophes, ça peut être les idéologues, ça peut être Oui. un paquet d'affaires qui dit que il n'y a aucune conséquence, je veux dire pour le mot philosophe, Mmh. il n'y a aucune conséquence pour un philosophe de sortir une idée de gauche, de droite, de centre, whatever, pour sa carrière ou Mmh pour mh. même dans l'idée comme telle, si elle n'est pas testée sur le terrain. Puis il dit, un physicien qui va dire une niaiserie, ben la physique va y rappeler que sa théorie marche pas parce que sa table va tomber ou son pont va s'écrouler ou whatever. Même chose pour un architecte, même chose pour un ingénieur. Alors dans son expression à lui, un philosophe qui ne teste pas dans le réel son idée, ben cette idée peut même paraître parfaite. Mmh. Il cite notamment Karl Marx et le communisme. Il dit, dans le livre, c'est parfait. Dans l'application, ça l'est un peu moins. Bon, c'est un économiste. Mais c'est Oui. intéressant ce que tu dis de venir tester dans le monde réel, dans la Mmh mh. cité, tes hypothèses. Oui, puis en fait, c'est là où justement j'ajouterais une pierre à ce que tu viens de dire sur le fait que c'est clair que pour un idéologue, ou un théoricien ou quoi que ce soit, les idées en tant que telles n'ont aucun impact. Mais en réalité, quand on regarde le fait même d'une idée, c'est ce qu'il y a. C'est j'ai de la misère à utiliser ce Mmh. terme-là, mais comprenez qu'on est dans la nuance puis on cherche, les choses, là. C'est ce qui est l'arme la plus puissante parce que elle nous permet d'adhérer. Tu sais, l'idée nous permet Oui. d'adhérer à une pensée beaucoup plus complexe puis tout ça, puis les les idéologues en tant que tels ne sont pas des intellectuels ou ne peuvent pas, tu sais, c'est pas 2 synonymes parfaits, tout comme les idéologues ne peuvent pas être, totalement et simplement des philosophes. Pourquoi? Parce que les idéologues finalement, c'est des rhéteurs. C'est Mmh. des gens qui vont, émettre des idées aussi farfelues soient-elles, c'est-à-dire comme la terre est plate. Puis il y Oui. a des gens qui vont adhérer à cette idée-là. Puis donc une idéologie vient du terme aussi de la même racine que idéologue. Ben, une idéologie, ça veut par étymologie, en fait, ça veut, avoir réponse à tout. Or, ça n'a pas réponse à tout. Il y a aucune théorie qui va avoir réponse à tout, mais Mmh. une idéologie veut avoir réponse à tout. Puis là, ben, il y a tout un débat pas très long là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que les philosophes en tant que tels, pour les distinguer des idéologues qui ne sont pas tous des conspirationnistes, là, faut Non, non, faire non. quand même attention à ces C'est une choses-là, c'est parce minorité quand même. ben oui, mais des idéologues, ça peut faire très mal à une théorie philosophique, comme Mmh. une religion aussi, parce Même que le chose, on est dans fait le dogme. religieux oui, exactement, le fait religieux en tant que tel, peu importe la croyance, est somme toute quelque chose qui se vaut. Mmh. Mais quand on amène l'idéologie autour d'une croyance, c'est là où le bas blesse, puis qu'on tombe finalement dans des excès, puis qu'on peut appeler ça, dans certains cas, du fanatisme, finalement. J'ai un ami, j'ai plusieurs amis religieux, mais j'ai un ami qui est très religieux, chrétien, Mmh. d'ascendance ascendance chrétienne, qui me dit parfois: «Ça, c'est de la bullshit catholique». Fait la grosse différence Oui. entre la foi chrétienne et le catholicisme, qui est un système, puis qui peut être dogmatique, qui peut être idéologique, puis voilà, il y a cette différence-là. Exact, Ça exact. m'amène une petite question grosse de Oui. même. Est-ce qu'on est en train de perdre notre capacité de penser? Et si oui, donc je suis en train de loader ta réponse, depuis quand? Heu, c'est c'est quand même assez vertigineux comment, finalement, les, technologies du numérique, heu, amenées par la Silicon Valley, nous
entraîne dans une pente excessivement glissante et vertigineuse, Mmh. qui est le fait, de perdre notre capacité de penser par nous-mêmes. C'est au cœur de la patente. Puis ça s'est installé progressivement. Comment ça s'est installé progressivement? C'est que, tout d'abord, les réseaux sociaux en tant que tels, parce que, tu sais, le web, on s'entend là, c'était des chercheurs universitaires qui voulaient se parler entre eux sans être obligés de traverser l'université au complet. Et conserver Donc une mémoire de leurs écrits. exactement. Donc, au final, ce n'est qu'un fait informationnel, là. Tu sais, c'est, collecter des informations, puis le projet de Wikipédia, bon, moi j'étais au cégep, quand, Wikipédia, comme était à peu près lancé ou quoi que ce soit, puis il fallait surtout pas toucher à ça même, tu sais, du bout du petit orteil, là. C'était rétro Satanas, Mmh. absolument. Mais le projet de Wikipédia est peut-être aujourd'hui en 2026 ce qui se rapproche le plus en fait de l'idée même de la conception du web à l'époque. Oui. Heu, le problème, c'est avec tout le fait publicitaire qui est venu entourer, en fait, le numérique partout. Les grands géants du web se sont dit: «Ouais, mais on a un stock quand même assez faramineux de données d'utilisation des utilisateurs et cetera. Pourquoi pas les vendre?» Mmh. Et qui de mieux que des publicitaires pour aller chercher ça puis faire comme: «Oh, c'est beau!» Un gisement de données, finalement. Parce que c'est vrai là, le fait est que les données aujourd'hui sont le pétrole, en fait, du 21e siècle. C'est Mmh. c'est c'est carrément ça. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est-à-dire que notre expérience utilisateur nous a amenés progressivement à converger vers de la publicité ciblée. De la publicité ciblée, là, c'est le contraire de la pensée par soi-même. Ouais, tout à fait. C'est c'est ultimement te proposer du contenu pour t'assurer de rester le plus longtemps possible sur une plateforme. Et les IA génératives de ce bas monde ont été conçues exactement de la même manière. Cependant, ce qui est arrivé avec, l'intelligence artificielle générative, c'est que, la façon dont le output, puis j'ai pas d'autre, mot que ce mot-là qui est très anglais, parce que le mot réponse, c'est même pas une réponse là, Non. finalement, là. C'est vraiment un output. Le output de l'intelligence artificielle est conçu pour calmer, en fait, le fait, propre à l'humanité de se poser des questions. Je me pose une question, je vais le demander à je vais la transmettre à Mmh. l'IA, puis l'IA va me redonner quelque chose en échange. Si la vie, là, humaine était faite en sorte que le monde allait répondre à nos questions, là, Mmh. ça ferait longtemps qu'on le saurait. Mais finalement, ce que l'IA vient faire, c'est calmer cette angoisse existentielle-là en nous donnant une réponse qui, somme toute, apparaît la plus valable immédiatement. Puis qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de chacun? Ça calme cette angoisse existentielle, puis Mmh. ça permet de ne pas aller chercher plus profondément en fonction de ça et donc ça nous empêche de penser. Et ça Le a été conçu by design. Oui, je le C'est ça. pense, oui. Ouais, Heu et c'est vrai que, tu sais, il y a des gens qui disent: «La nature a horreur du vide». La nature se complaît très bien dans le vide. C'est l'esprit humain absolument. qui a horreur du vide. Ben, en fait, c'est très drôle, hein, parce que j'ai lu ça hier dans un roman
qui parlait d'un eh bah, boy, puis là, je regarde en l'air parce que j'essaie de retrouver Mhm. complètement c'est qu'est-ce qu'il est dit. Il dit: pour qu'une œuvre soit belle, puis pour qu'une habitation soit complète, il faut laisser nécessairement du vide pour être capable de Mhm. construire autour. Ouais. Puis donc, ce qui est super intéressant, c'est que même dans la façon dont on a de construire des phrases, il y a des pauses. Il y a des vides. Ça s'appelle une virgule, Oui. habituellement. Puis ça s'appelle un espace entre les mots. Parce que sinon, ça ferait un charabia de quoi que ce soit. OK, oui, je sais, il y a des langues que toute la phrase est contenue dans un seul mot. Je sais tout ça. Je suis au courant de toutes ces affaires-là. Mais il y a quand même des ponctuations pour mettre un moment, finalement. Qui est une invention tardive dans l'écriture, la ponctuation. Absolument, Mhm. absolument. Puis donc, pourquoi c'était pas fait avec la ponctuation? C'était certainement pour des raisons finalement, physiques, parce que l'écriture en tant que telle, était fait sur, différents matériaux, mais l'oralité dans l'oralité, il y a des silences, il y a des pauses, il y a des moments, finalement. Donc, le langage est fait comme ça. Il est fait de temps. Mais ce que j'oserais dire par rapport à ça, c'est que avec l'accélération de la modernité, qui est un concept quand même très fort en sociologie, ce Mhm. que, est venu faire, le numérique et l'IA par la suite, l'IA, là, on s'entend, là, même dans les algorithmes puis et cetera, Mhm. c'est juste comme, un catalyseur de cette accélération-là. Fait que là, on a accéléré encore plus notre pensée, notre discours, puis là, ben, il faudrait se réhabituer finalement au temps. Puis là, ben, si tu veux Ouais. qu'on commence à parler du trend analogique de 2026, on peut, mais on peut passer à d'autres choses si tu veux aussi. Mais, mais c'est vrai, ça, le temps de penser, le temps Mmh. de réfléchir. Moi, j'ai une hypothèse Mmh. sur cette capacité, cette perte de capacité à penser là Ouais. qui remonte beaucoup plus loin. Moi, je pense que la civilisation, la sédentarisation puis la civilisation a d'une part complexifié l'existence humaine énormément parce que vivre à 150 dans la savane, c'est une chose. Vivre à 100 000, 1 million, des dizaines de millions pour certaines de nos villes aujourd'hui. Mmh. Euh, pensons juste, n'importe qui a joué à SimCity, là, sait qu'à un moment donné, t'as un problème d'égout. OK? Oui. Ouais. Pas de dégoût, d'égout. Le Mmh. dégoût vient après ton problème d'égout. Oui. Et la vie humaine aujourd'hui est extrêmement complexe et Mmh. on n'a peut-être pas individuellement l'intelligence pour tout comprendre ça, ce qui crée des vides, ce que tu nommais tantôt. On a horreur du vide, donc Mmh. on se donne des réponses qui sont satisfaisantes pour la vie de tous les jours, mais qui peuvent Ouais. être très, très loin de la vérité vraie. Ben, j'oserais amener puis là, tu vas m'arrêter. Je te demande, je t'exige de D'accord. Je m'arrêter pars le timer. si je vais trop loin là-dedans. Mais dans le premier épisode, on parlait beaucoup d'éducation. J'ai parlé beaucoup Mhm. d'éducation parce que je viens de là. Puis, j'oserais ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire. J'oserais dire que ce pourquoi on n'est plus capable ou on trouve que la vie en société est d'autant plus difficile à vivre, je suis totalement d'accord là-dessus, là. Mhm. C'est complexe, c'est pas facile. On peut pas juste se rabattre sur, les écrits d'Aristote ou Mhm. de Platon pour se dire: «Hey, comment qu'on fait?» Parce que la société est réellement plus complexe. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on peut aller voir chez Platon puis Aristote, voir comment ils le faisaient à leur niveau, à leur échelle, pour peut-être penser à nouveau à aujourd'hui. Le problème, c'est que, entre autres, hem, l'éducation ne joue plus son rôle. Son rôle Voilà. Ouais.
fondateur de quoi? D'émancipation, d'élévation, en fait, des esprits, de, former des citoyens à penser par eux-mêmes, puis là, je suis pas en train de dire que, oups, quand on est sorti du secondaire 5, on est tous capables de penser par nous-mêmes, puis voilà, c'est Mmh. fini, on est clair pour, 60 ans. Non, c'est une affaire d'une vie. Mais sauf que, on a progressivement tous les systèmes éducationnels finalement en Occident se sont tournés vers, l'hyperspécialisation, mais aussi la réponse, heu, aux industries, de former des travailleurs beaucoup plus que de élever le citoyen à son Mmh. rôle de citoyen. OK, c'est écrit partout dans les programmes de cégep puis des trucs comme ça, mais au final, c'est pas fait parce que tout ce qu'on cherche à faire puis à répondre, c'est que nos cours doivent être utiles. Ben, il y a rien de plus Utile, pour certaines choses précises. oui, Mmh. exactement. Donc pour gagner sa vie, pour bien parler puis des trucs comme ça, tu seras d'accord peut-être avec Mmh. moi ou pas. La littérature, la philosophie, l'étymologie des mots, c'est complètement inutile. C'est Mmh. un luxe. D'ailleurs, Pierre Hadot a fait un super texte là-dessus, mais un luxe qui est nécessaire pour la pensée humaine, finalement. Mmh. Fais du plaidoyer. Hey, c'est pas pire, je suis pas pire. Je suis quand Mais même pas si mal. écoute, c'est oui, tu bonne. Tu sais, un chimiste aujourd'hui, là, on lui demande de Ouais. savoir certaines choses. Mmh mh. Mendeleïev, quand il a inventé le tableau périodique en chimie, Mmh. là, c'était pas un chimiste, c'était un moine. Non. Mmh mh. Un paquet de mathématiciens puis de physiciens étaient ni mathématiciens ni physiciens avant de découvrir leur hypothèse puis leur théorie. Euh, Absolument. Puis on dirait qu'on essaie, parce qu'on a mis en place une espèce de fabrique à diplômes, ben donc parce que ça te prend un diplôme, voici le cursus pour atteindre ce diplôme-là, Mmh voici mh. ce que ton diplôme devrait comprendre, puis voici ce Ouais, que tu dois faire pour le faire. ouais. Mais on est peut-être en train d'oublier, puis je suis peut-être en train de dire qu'il faut revenir au cours classique, là, je sais pas si c'est ça que je suis en train de dire, mais on a comme perdu le big picture pour l'hyperspécialisation, puis l'hyperspécialisation est un leurre en soi. Parce que Oui, si tu as un diplôme en pétrochimie, ça va être difficile de faire autre chose que de la chimie des hydrocarbures. Tu es capable de faire autre chose, mais ton diplôme ne te le, je mets des gros guillemets, permet pas. Ton non. cerveau peut le faire, tu peux Ouais, aller lire par toi-même, tout ça, mais techniquement, ton diplôme ne te le permet pas. Comme ton diplôme en droit ne te permet pas de pratiquer la médecine et vice-versa. Ça veut pas dire que tu n'es pas capable d'être médecin parce que tu as un diplôme en droit ou que tu n'es pas capable d'être avocat parce que tu as un diplôme en médecine. Certains grands cerveaux l'ont prouvé, ils ont les deux diplômes. Euh, Puis pour moi, il y a comme un espèce de paradoxe entre vouloir éduquer, puis c'est plus le bon mot éduquer ici, là. On est en train de diplômer des gens. oui, On n'est exact. pas en train de les éduquer, on est en train de les Non. diplômer. Puis le Mmh mh. diplôme en soi vaut rien. Mmh mh. Sinon que d'être le gage ben, tu as suivi tel cours, tu as passé tel examen, puis tout ça. La preuve, Mmh. c'est que tes notes d'examen ne sont pas sur ton diplôme. C'est pas écrit Madame Joël Pomerleau, Joël Pomerleau, ça c'est un gars, Madame Joël Tremblay. Allô Joël Pomerleau. Allô? Madame Joël Tremblay a un bac en philosophie et Ouais, voici les notes qu'elle a eues dans tel cours. On fait jamais ouais. ça. Mmh mh. On fait juste dire t'as atteint des requis. Mais tu vois, c'est là où, j'en reviens sur qu'est-ce qu'on discutait tout à l'heure sur le rôle du philosophe en 2026, tu sais, puis au 21e siècle. Mais c'est là où il y a une clé de réponse, finalement, dans justement la situation dont tu parles. Tous ceux qui ont fait des études, même de maîtrise comme moi ou de doctorat, heu, en sciences humaines, puis là j'inclus la littérature là-dedans, se trouvent des choses se trouvent
des corps de métier dans diverses, sphères de la société. Pourquoi? À cause de leur capacité à analyser des situations, qui sortent de l'ordinaire, qui sortent du cursus dans lesquels ils ont baigné pendant toutes leurs années universitaires et heu et c'est garant finalement d'une excellente capacité de lire par soi-même des Mmh. textes qui ne seront jamais aussi difficiles que Kant dans le texte Non, traduit en français, tu sais? dans la langue d'origine, oui, c'est ça. Non, puis même, tu sais, même en allemand, je suis pas Non. allée là. Fait que moi, je fais souvent cette blague-là quand je passe des entrevues ou des trucs comme ça, tu sais, pour être sur des comités, puis on me dit: «Ah, vous savez, il va y avoir beaucoup de lectures». Ben, jamais autant que de passer, une soirée complète pour lire, un chapitre de la Critique de la raison pure, tu sais. Jamais. Mmh. Jamais, Non, jamais, jamais, puis rien y comprendre, là, finalement, là. Vous allez pas me dire qu'un rapport de 130 pages, ça va être difficile à comprendre, là. non, c'est ça. Non, 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 non. Fait qu'il est là aussi le leurre de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que quand on pousse un rapport, puis on lui demande finalement de le résumer pour nous, Mmh. ce n'est pas garant du tout, de ce qui va sortir là. Il faut toujours aller vérifier, il faut toujours le lire par soi-même, ce putain de Ouais. brique-là. Puis puis deuxièmement, si on fait ça, c'est que en même temps, on pense qu'on va faire un raccourci, mais au final, on va passer encore plus de temps à réviser, puis à relire, puis au final, c'est une perte de temps. C'est ça que je veux dire. C'est super intéressant ça. Je vais faire un parallèle complètement alambiqué. Hier, Mmh. j'écoutais une vidéo d'ébénisterie, Ouais. puis un vieil ébéniste, il est plus vieux qu'il n'y paraît d'ailleurs, Paul Sellers, qui ne travaille qu'avec des outils manuels. Il n'y a pas Mmh. d'outils électriques dans son atelier, OK. c'est un puriste, OK? Mmh. Et il disait quelque chose de fantastique. Il dit: «Les athlètes s'échauffent avant de commencer à s'entraîner ou à courir. Oui. Les ébénistes s'échauffent jamais. Ils devraient s'échauffer. On devrait avoir des exercices d'échauffement, genre prendre un ciseau à bois puis faire une mortaise de pratique, tu sais, Mmh. faire une queue d'aronde de pratique avant de faire la vraie. Tu sais. C'est la même chose avec le cerveau. On devrait Mmh. s'échauffer. Et au lieu de s'échauffer l'esprit à lire un texte plus accessible que Kant, par exemple, avant de lire Kant, Oui. ben, on se contente du réchauffer, c'est-à-dire le Oui. résumé d'une page par ChatGPT ou Claude AI ou Oui. Perplexity de la critique de la raison de la raison pure de Kant. Puis on a l'impression qu'on a lu Kant. T'as pas lu Kant premièrement, tu as lu un résumé de Kant généré par quelque chose d'autre. Et même si Mmh. c'était un professeur de philosophie émérite qui te donnait le même résumé, ce serait quand même que le résumé. Et il y a une valeur, tu sais, moi, je suis un ancien athlète, il y a une valeur incroyable dans la Mmh. répétition du geste, dans Oui. la répétition de l'action. Le Mmh. fait de lire quelque chose, c'est Michel Serres qui disait ça, là. Il Mmh. disait que son, son élixir de jouvence, c'était de lire quelque chose de difficile à tous les jours. Mmh. Complètement, Et, complètement. et donc, d'éliminer cette difficulté-là en Oui. disant, fais-moi un résumé, ben, là, on est dans la connaissance, on n'est pas on n'est pas dans la sagesse. Ben, tu sais ce que les critiques de la raison pure parlent de, à peu près, Mmh. mais t'as pas lu le livre au complet, t'as pas réchauffé ton cerveau, t'as pas buté sur un paragraphe opaque, puis te demandé c'est quoi. Tu sais, c'est la même chose, même si tu lis le livre au complet en diagonale, t'as pas Mmh. fait cet exercice-là, tu t'es pas réchauffé l'esprit. Puis en fait, j'oserais amener une nuance sur le fait que ta comparaison entre le résumé que ChatGPT va te sortir, puis le résumé d'un professeur. Le résumé d'un professeur, on va sentir en fait les points de Mhm. tension.
les Mmh. difficultés, dans son propos, dans la façon dont il va avoir construit son résumé, il va y avoir de l'expérientiel Mmh. dedans, Mmh. nécessairement. Pour ceux qui ont passé à travers un cursus universitaire de philo ou de littérature, c'est ça, la richesse, en fait, de chacun des cours qui était obligatoire ou optionnel, c'est-à-dire qu'on avait un expert devant nous qui Mmh. avait passé une des décennies de sa vie à buter sur ces théories-là, puis à essayer de faire du sens là-dedans pour en arriver à quelque chose. Les post-doctorants, en fait, c'est ça, là, c'est quelque chose de neuf sur ce 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 sujet-là ou cette théorie-là. Et donc, comparativement à ChatGPT qui va nous sortir un résumé, c'est vraiment le résumé du texte ou c'est un résumé du résumé qui est trouvé sur internet? Nous, Ouais. là, il y a quelque chose en philosophie. Je sais pas en littérature, mais en philosophie, là, puis je dis tout le temps littérature comme si c'était clair et évident pour tout le monde que tu as fait tes études en littérature. Mais pour moi, c'est évident. Fait Oui, que bon, c'est ça. c'est ça. Heu ce qui est, ce qui est particulier avec la philosophie sur internet, c'est que ce n'est pas des professeurs universitaires ou des chercheurs universitaires qui peuplent internet sur la philosophie, c'est aussi beaucoup d'autodidactes. Mmh. Parce que tout ça est protégé par la propriété intellectuelle et donc Ouais. c'est dans des livres. Mmh. Donc, ce que vous demandez aux différents moteurs de recherche de différents moteurs Dia. d'IA générative, en fait, c'est sur de la philosophie, c'est la plupart du temps de la boîte. Parce que, oups, il y a un moment donné, il va faire un petit sursaut, puis il va aller ailleurs, tu sais. Puis bon, oui, je sais là que la plupart des œuvres qui sont sorties et qui sont hors droit, puis tout ça, Oui, 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 sont sur Wikipédia, mais quand même. mais Michel Serres est pas sur, ça, Non, ses œuvres sont pas encore non, cataloguées et c'est ça. non. C'est un bon point ça, c'est un bon point puis il y a tout le t il y a, dans un autre épisode, je pense, qui est pas sorti encore, qui est à paraître, je parle de tu peux apprendre à forger, à être forgeron avec YouTube. Ça se fait, là. Tu Oui. peux regarder des dizaines d'heures de vidéos, des centaines d'heures de vidéos, puis voir, ben, premièrement, c'est quoi l'équipement que ça te prend, c'est quoi le Mmh geste à reproduire, puis tout ça. mh. Puis je disais en réponse à ma propre affirmation, mais il y a rien que de prendre un marteau de 3 livres puis frapper sur un morceau de métal sur une enclume pour comprendre que tu vas avoir mal aux épaules demain matin. Mmh mh. Le geste est beaucoup plus brutal sur ton corps que Oui, la théorie. complètement. Et tu vas atteindre tes capacités physiques avant tes capacités intellectuelles sur comment faire. Puis après ça, quand tu vas être assez fort pour le faire pendant toute une journée, tu vas te rendre compte que finalement, tu sais rien. Que Mmh ton mh. clou, tu as réussi à faire un clou, mais il est fragile, il y a une fente dedans. Un maître forgeron va arriver puis il va rire de ton travail parce qu'il a l'air beau, mais il est pas beau. Il y a des Non. fissures internes. Et là, on n'est même pas en train de faire un boulon pour tenir un pont, on est en train de faire un clou pour tenir un fer à cheval. Imagine si ça devait être un boulon pour tenir un pont. Il y a une science derrière tout ça. Il y a Mmh. des gestes, il y a des, il y a un savoir-faire qui ne s'acquiert que par le temps, la pratique et l'accumulation d'échecs. Oui, puis c'est un peu j'en parlais dans un texte, c'est un peu le paradoxe, en fait, des autodidactes. Mhm, Je Je sais pas pour les gens qui nous regardent, mais en philosophie, puis dans certains, bouquins, en fait, que j'ai pu lire, il y a, des œuvres romanesques. Il y a tout le temps l'autodidacte est toujours représenté comme étant, un imbécile, un ignorant, finalement. Comprend pas les bases, réellement, de tu rentres pas dans une bibliothèque
peu importe là, je sais pas moi, de la Sorbonne ou whatever, Mmh. puis tu commences pas par la lettre A puis finir par la lettre Z. C'est pas de même que ça fonctionne, tu sais? Non. Mais ça, c'est le propre, en fait, d'un roman, de Jean-Paul Sartre qui s'appelle La nausée, Mmh, mmh. dans lequel il y a un autodidacte, puis que j'avais lu, dans mes études universitaires, puis qu'on se foutait de la gueule de ce personnage-là en se disant comme: «Ben, voyons, c'est pas vrai». Puis ça m'a ça m'a toujours suivi ça, cette histoire-là, tu sais, avec, des gens qui m'arrivent puis qui me disent: «Ouais, mais moi j'ai lu, tout, ce philosophe-là dans le texte». Ouais. «OK, avec quel Mmh. commentateur?» «Non, non, j'ai lu ça, comme ça». Mmh. Mmh. Puis c'était ma seule réponse, finalement. Mmh. Mmh. Et C'est puis, je veux dire, il y a une valeur dans le travail que cette personne-là a fait. Je dis pas le Mais contraire. c'est ça, exactement, je sais que tu dis pas le contraire, mais c'est incomplet et C'est très incomplet. si ta quête, c'est une quête de vérité, tu n'as qu'une infime partie de cette vérité-là dans Oui, ton expérience. exactement. Puis Mmh. aussi, l'autre chose, c'est que se former, s'éduquer, en fait, à comprendre un philosophe, à comprendre une matière comme le bois, le fer, le Mmh. verre soufflé ou quoi que ce Le soit, feu. ça le feu, ça se fait en compagnie de. Puis, je dis pas qu'il y a pas des excellents tutoriels sur YouTube, il y en a des excellents, mais il y a un moment Excellent. donné, ça a une limite. Puis tu as besoin d'aller voir, d'être en contact avec quelqu'un qui va être expert dans ça, puis qui va être expert surtout de vulgariser son art pour être capable de le transmettre. Parce que ça aussi, c'est un art, puis ça s'apprend. Puis Puis c'est pas tout le monde. ça revient Ouais, à puis ton c'est pas tout le monde. triumvirat de la Exact. classe. Exactement, puis c'est Il pas manque un morceau. il manque un morceau fondamental, puis c'est ça le propre de l'humain. C'est-à-dire Mmh. qu'on est des êtres fondamentalement politique, ça veut dire que on est des êtres grégaires. Oui. On vit en gang. Puis qu'est-ce que fait le numérique depuis des années? C'est qu'il nous isole. Mmh. Bon, je suis totalement d'accord que depuis le néolibéralisme, c'est l'individualisme qui prône sur le collectif. Mais ce que Mmh. ça fait, c'est que quand on en arrive aujourd'hui en 2026, ben, avec en plus le numérique qui nous isole, ben, là, on est au point de paroxysme finalement que c'était peut-être pas une bonne idée. Non, c'est ça. C'était peut-être Puis pas une va bonne idée. puis on est à, je pense, un point de rupture où peu importe ce qui va se passer, ça va être nécessairement, ça sera pas nécessairement très laid, mais ça va être il va falloir se reposer certaines questions Mmh. fondamentales. Puis là, tu m'amènes sur un terrain, pas glissant là, on va dire un terrain lubrifié. OK. Heu, Celui de la neurodivergence. Parce qu'à Oui. chaque fois que j'ai des conversations comme ça Mmh, avec des ex-mind comme nous, diagnostiqués ou pas, mmh. et puis là, tu sens que vu que c'est un terrain lubrifié, je marche, c'est pas sur des œufs brisés là, donc ça peut Oui. glisser, OK? Mmh. Heu, J'essaie moi dans ma pratique de ne jamais tomber dans la glorification de la neurodivergence, glorification au détriment d'une pensée conventionnelle, par exemple, Oui. parce que ça prend de tout pour faire un monde, puis juste une gang de neurodivergents, on n'aurait pas fait la société. OK? On aurait Non. fait, on serait probablement encore chasseurs-cueilleurs, puis on serait très, très bon à chasser le mammouth, là, mais cela dit, j'essaie de ne pas faire de glorification. Mmh. Mais des fois, les mots me manquent. Puis, tu sais, des fois, on parle même dans le système académique, tu sais, on parle d'études supérieures. Supérieures à quoi? Supérieures à des études d'avant. Donc, tu sais, l'accession aux études supérieures est quand même de manière inhérente limitée Oui. à quelqu'un qui a la capacité de faire ces études-là. Et non, ce Ouais. n'est pas vrai que tout le monde est capable de faire un doctorat, Non. comme tout le monde n'est pas capable de courir le 100 mètres en bas de 10 secondes.
Non, Il y a pas juste le talent dans la vie, il y a la pratique, il y a un paquet d'autres affaires. complètement. Euh, et le, cette pensée neurodivergente-là, qu'elle soit clinique ou non, là, mais Ouais. tu sais, ce qu'on appelle thinking outside the box, là, la Mmh. pensée en arborescence, qui voit plein d'affaires en même temps, puis tout ça. Euh, à chaque fois que j'ai des conversations avec des gens qui répondent bien à ça, il y a toujours de la nuance dans les propos. Il y en a moins quand je parle à la caissière ou à mon garagiste ou tout ça. Puis c'est pas un jugement de valeur, c'est Non. cette absence de nuance-là qui peut être héritée aussi d'un parcours éducationnel déficient, qui peut d'intérêt aussi, tu sais, ben j'aime pas ça lire, fait que je lis pas, ou j'aime pas ça écouter des vidéos, fait que j'écoute pas de vidéos. J'aime ça réparer mon truck. Encore une fois, j'ai l'air d'être plein de préjugés, là, je le sais, mais je fais exprès pour faire le Oui, chemin, là. oui. Comment on peut en fait, la vraie question, c'est quoi la neurodivergence vue par une philosophe? Aide-moi à me répondre. Une philosophe, ça pense quoi de ça? Oui, c'est le fun parce qu'on a du temps. Oui. Et puis Puis c'est l'avantage d'être l'animateur. Je peux oui, mettre c'est l'invité sur ça. le spot. Heu, bon, comme, je l'expliquais dans dans mes réponses en fait à pour préparer finalement cet épi cette ce ces 2 épisodes, parce que c'est Oui, c'est ça, 2, on est mais tu rendu sais, à 2. j'ose C'est penser possiblement un déjà triptyque depuis oui, aujourd'hui. j'ose le croire qu'il va y avoir une 3e section à tout ça. Hem, bon, je n'ai pas de diagnostic et j'ai navigué dans tout ce qui est le cheminement, scolaire, en étant, presque un poisson dans l'eau, mais Mmh. pas tant que ça en même temps. Tu sais, c'est non, c'est pas vrai, je peux pas dire ça. Fait que fait que comment je vois la neurodivergence, en tant que philosophe? Je le vois beaucoup à travers de l'ouverture d'esprit. Puis là, j'ai l'impression de faire un raccourci pas rapport là, mais je puis de l'empathie, beaucoup. Mmh. Ultimement là, c'est ça. Pourquoi je dis ça? Ben, parce que là, tu m'as présentée comme étant directrice générale. Je n'ai pas commencé en étant directrice Non. générale, chez Technocompétences. J'étais conseillère éthique et stratégique, puis je suis devenue, en fait, directrice générale par intérim, puis ensuite directrice générale. Ce que ça m'a amené à faire, c'est nécessairement un changement de posture parce que là, je suis devenue gestionnaire. Je suis devenue Mmh. Mmh. dans un poste de décision encore plus, puis aussi une gestionnaire avec tous les rôles là, incluant, RH et tout ça. Puis je Chef pense que d'orchestre. ouais! Puis Mmh. je pense que, mes traits ou mes capacités de neurodivergence ont été, mises à profit dans cette optique-là de, essayer de penser comme les autres. C'est-à-dire Mmh. essayer de voir la réalité à travers les yeux de d'autres personnes, neuroatypiques ou pas. Heu, dans mon équipe, on est quand même bien servis. J'en ai rencontré quelques-uns et quelques-unes. On est, ça va bien. Mmh. On est un beau bouquet.
Je On je on je a on a fait peur à quelques personnes à Québec au rendez-vous numérique, quand les gens oui, se sont approchés de notre table. effectivement, mais je pense que les gens, neurodivergents se reconnaissent et se rencontrent finalement Mmh. là, Oui. puis tout ça. Puis, puisque moi j'ai évolué dans l'éducation, avant ça, puis que c'est ma première expérience professionnelle en dehors de l'éducation réelle, là, tu sais, parce qu'avant j'étais pas là. Hem, J'oserais dire que j'entends des choses qui m'effraient un peu Mmh. sur la réalité de certains gestionnaires, puis certains leaders qui ne comprennent pas c'est quoi, la neurodivergence, puis je suis comme puis ça doit être parce que Mmh. je suis comme ça, fait que je comprends pas. Il J'ai y a un enjeu avec le mot. Le mot est pas le bon mot. Parce non, qu'il y a le mot neuro qui a l'air extrêmement clinique, proche de complètement. pathologie, Oui. et divergence qui, dans n'importe quelle grande organisation, est presque refusé. Je le disais dans ma conférence, on fait des job postings, on veut des outside the box thinkers, puis au premier meeting, on dit, ouais, mais on fait des affaires comme ça ici. Euh, Oui, oui, puis en fait et puis là, j'ai mis un gros moment de silence, puis en fait, je retournerais peut-être autrement ta question OK. pour y répondre. J'ai l'impression que, ces traits-là, finalement, n'ont pas été tout le temps, aussi compliqués que ça dans l'histoire Mhm, de l'humanité. mhm, C'est-à-dire que, bon, je suis pas en train de dire que de savoir que quelqu'un est, a des hautes capacités en telle chose va pas l'aider à, mieux, à mieux être dans sa vie. Je suis pas en train de dire ça. mhm, L'affaire, c'est que il y a un culte, moi ce que je comprenais pas ça en fait, mhm. de chez mes étudiants. Il y a un culte du parcours linéaire. Oui, oui, Puis oui. ça, je le retrouve beaucoup dans le milieu corporatif, Mhm. c'est-à-dire, ça marche comme ça ici. Heu, c'est pas un argument. Non, C'est un état de fait. C'est un «Ah, OK, effectivement. peut-on faire les choses autrement?» Telle serait la question et la réponse serait probablement «non». Puis là, ben, l'autre question après, c'est «Pourquoi non?» Puis là, ben, là, ça dérange. Mhm, Cette question-là dérange. Mais ça, cette question-là, elle ne me vient pas parce que je suis neurodivergente, mais bel et bien parce que je suis philosophe. Fait mhm. que c'est Mais tu es c'est peut-être là philosophe où parce que tu es neurodivergente, tu sais. oh L'arbre est non, dans ses non, feuilles. non. Je 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 dirais que c'est un assemblage de Mhm, énormément d'affaires et que quand on pointe, la neurodivergence ou des traits neurodivergents, ben, il faut être capable de revenir sur avoir une vue panoramique puis avoir une vue d'horizon. Je ne serais pas philosophe, puis je ne serais pas là où ce que j'en suis arrivée si, je n'aurais pas évolué dans le monde dans lequel j'ai évolué, dans la famille dans lesquelles je suis, mhm. j'ai grandi puis que j'ai évolué, les expériences de vie qui ont fait en sorte que je suis là aujourd'hui. Oui. Puis c'est ça que je trouve, hem, hem, tendancieux actuellement, c'est-à-dire de mettre énormément de le spotlight sur une affaire ou 2 affaires au nom de
le respect de la différence puis et ou de la norme, tout dépendant de là où ce qu'on se place, avec, en plus de ça, combiné à l'espèce de catalyseur puis de chambre d'écho dans lesquels on se met avec les réseaux sociaux que si puis même avec les moteurs de recherche, que si on Mmh. commence à chercher une affaire parce qu'on s'intéresse à, hem, ben, là, on va être comme inondé de contenu de ça, puis qui vont finir par nous dire, parce que ça, c'est totalement humain, puis c'est totalement dans notre façon de penser, ben, qu'on s'est autodiagnostiqué, puis ça, c'est ma réalité, puis il faut que je Mmh. sois respectée là-dedans. Hem, l'autre affaire que je veux dire là-dessus, c'est que pour moi, en tant que gestionnaire, puis en tant que leader, ce qui est le plus important, et ça a été la même chose quand j'étais enseignante, c'est l'autonomie, mettre l'autonomie de la personne de l'avant. Mmh. Autonomie de penser, autonomie de prendre des choix. Donc ça, si je fais attention à ça, qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça entraîne? Ben, ça entraîne que nécessairement, il faut faire attention à la culture organisationnelle. Nous, chez Technocompétences, on est sur un 4 jours semaine. C'est moi, en tant que conseillère éthique et stratégique, qui avait amené ça la première. Puis, c'est moi en tant que DG qui l'a mis encore plus en place, puis qui l'a formalisé, puis tout ça avec l'aide d'une boîte, en RH qui s'appelle la boîte PAC. Je fais de la pub. Puis, puis qui nous a aidés à repenser les choses, mais surtout la clé de tout ça, là, c'est ultimement pour que les gens qui évoluent dans l'organisation se sentent bien, Mmh. se sentent respectés, se sentent que quand on est au travail, on est au travail, puis quand on est à l'extérieur, ben, on est dans notre vie personnelle, puis il Mmh. y a pas la frontière, elle est vraiment carrée. Puis là, je suis sûre que quelqu'un qui est en train d'écouter ça, puis qui analyse ça, qui fait que: «Oh, ça, c'est très neurodivergent comme pensée». Mais oui, Mmh. effectivement, mais je veux pas mettre ça de l'avant pour au nom de: «C'est pour ça que je fais les choses», Non. mais je sais que c'est là, tu sais. Puis si on commence à me parler de mes tocs que j'ai eus dans ma vie, mes tocs, c'est-à-dire des idées fixes, là, sur lesquelles je me serais battue, là, jusqu'au sang, là, c'est assez hallucinant. Non, Oui. c'est ça. Puis ça manque ça dans ben, en fait, ça manque. Non, excuse-moi. Dans le débat public, là, dans l'agora, là, pour reprendre Oui. l'expression du début d'épisode, là, Mmh. sur Twitter, pour ne pas le nommer, sur X, cette capacité à débattre-là, elle est totalement évacuée par l'émission d'opinion. Oui. Moi, je pense que moi, mes recherches me disent que, tu sais, les fameux «moi, Mmh mes mh. recherches», là, tu parlais d'autodidacte tantôt, là, Mmh mh. et des périls de l'autodidactie. Mmh mh. Hem, hem, cette absence de réflexion, d'ouverture à l'autre, c'est tu peux pas apprendre de l'autre si t'es pas ouvert à ses idées, aussi farfelues soient-elles, tu Mmh sais? mh. Il y a quelque chose à aller chercher, des élucubrations d'un platemondiste, tu sais? Quelqu'un qui pense que la Terre est plate. Mmh mh. Il y a au moins une conversation à avoir. Elle est peut-être stérile, mais il y a une conversation à avoir pour voir, ben, d'où tu arrives. Puis est-ce que tu fais de l'humour? Est-ce que tu es en train de troller les autres? Est-ce que, tu sais, il y a un paquet de nuances à apporter à, je pense, fondamentalement ça. Puis là, quand tu grattes un peu, puis tu te rends compte que c'est un conspirationniste, puis qui pense que les gouvernements se sont tous mis ensemble pour nous faire croire ça, depuis Aristote, en passant. On sait que la Terre est ronde depuis au moins ce temps-là. OK? Christophe Mmh. Colomb savait que la Terre était ronde, là. Oh oui, OK? Il pensait pas qu'il tomberait à un complètement. moment donné, là. Non, 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 non. C'est ça. Puis Magellan l'a prouvé, même pas 100 ans plus tard, là. Fait que, mais 50 ans plus tard. Hem, il manque quelque chose, je sais pas quoi,
mais il manque quelque chose dans la conversation publique. Mmh. Puis ça fait peut-être que ça dure depuis tout le temps aussi, ça. La Non, ça dure. conversation, ouais, peut-être pas. Je reviens à mon point tantôt, à mon Mmh. hypothèse de la civilisation, de la Oui, sédentarisation de la civilisation. oui. Euh, le bivouac, qui est un, tu sais, t'es Oui, assis autour, OK, le bivouac, là, OK, oui. que t'es, je sais pas moi, 15 gars et filles qui sont allés chasser le mammouth dans l'après-midi, OK, puis qui sont en train Mmh. d'en faire cuire un petit bout là. Le consensus arrive plus vite à 15. Tu peux ne pas être d'accord avec ce que deux, trois personnes influentes dans ta bande pensent, mais en quelque part, le consensus se fait plus facilement ou le ralliement au consensus se fait plus facilement. Là, tu montes ça à 150, un village sur le bord d'une Ah rivière oui. au néolithique, ça commence à être plus complexe. Puis là, Mmh. ben, ces villages-là qui migrent de saison en saison pour se ramasser à Göbekli Tepe en Turquie, où c'était un endroit où plusieurs dizaines de villages s'aggloméraient pendant une saison. Mmh. Là, ça commence à prendre une forme de gouvernement qui dépasse le chieftain, le chef de tribu, là, tu sais. Oui, oui. Et le consensus se fait de moins en moins facilement. Puis c'est peut-être depuis ce temps-là où on a perdu le rapport à l'autre, en perdant cette proximité à l'autre là. Tu sais, ton concitoyen montréalais là, dans l'édifice en arrière de toi là, Oui, il est très loin de toi, absolument, en nombre. complètement. Puis mon hypothèse est là, c'est qu'on a peut-être perdu ça, mais notre cerveau est resté comme il était au paléolithique, c'est-à-dire des petites gangs de quelques dizaines d'individus, mais on vit avec des millions de concitoyens aujourd'hui. Mais tu sais, il y a il y a quand même des choses absolument fascinantes qui se sont passées autour du simple fait de faire du commerce. C'est le plus Puis tu vieux métier du sais, monde. ben, absolument, puis, les routes de la soie finalement, parce Mhm. qu'il y était plusieurs routes de la soie, fait en sorte qu'il y a eu des chocs de culture, puis il y a eu des chocs de civilisation. Pourquoi? Ben, parce que, entre autres choses, la personne partait avec son package, puis Mhm. allait vendre ses choses dans différents, postes, finalement, de cette route-là, puis revenait avec d'autres choses, pas uniquement et simplement des choses pour faire commerce, non, aussi des nouvelles idées, des nouvelles façons de concevoir le monde. Puis puis ça, on a complètement perdu ça Mhm. aujourd'hui. Pas parce que, pas par une volonté, Non, il y a d'un personne qui voulait pouvoir, ça. totalitaire ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment uniquement et simplement par une imposition d'une façon de concevoir le monde, dans ce qu'on appelle des idées, hégémoniques. Donc Oui. on nous a amené une vision bel et bien, spécifique en fait, d'un projet, hem, puis boosté à aux stéroïdes avec les éléments catalyseurs dont on a parlé, dont on parle depuis le début de cet épisode, là, c'est-à-dire, du numérique et de l'IA, qui fait en sorte que le dialogue réel entre 2 individus à prime abord Mhm. et d'autres gens se font complètement, c'est complètement difficile. J'étais allée voir au FTA, cette année, Festival Transamérique en fait, une troupe de théâtre new-yorkaise qui refont à l'identique, en fait, des grands débats ou, des grands, textes littéraires au complet. Hmm. Donc sur 6-8 heures, puis là, ben, ce qu'on voyait, ce qui était proposé, c'était le célèbre, en fait, débat avec James Baldwin dans une université, aux États-Unis. Hem
avec d'autres gens, qui n'étaient pas vraiment d'accord avec eux. Fait que, Mmh. ils étaient 4 à débattre, ultimement. Puis c'était un débat qu'on peut voir, sur YouTube facilement parce que c'est là. Mmh. Puis qui est dans le magnifique documentaire, en fait, de Raoul Peck, qui s'appelle «I'm Not a Negro» avec, la narration de Oui. James Baldwin. Puis qu'on voit des extraits de ce débat-là, mais quand James Baldwin prend la parole, finalement, et ben, c'est ça qui était proposé. Puis là où ça devient intéressant, c'est que c'est excessivement intéressant de voir ça dans une salle de théâtre parce que là, le silence qu'il y avait, l'écoute qu'il y avait Mmh. là, on pouvait pas se lever puis dire: «OK, je m'en vais, j'en ai assez entendu», Non, ou c'est quoi que ça. ce soit. «Ah, je ferme l'enregistrement de YouTube parce que j'en ai assez entendu». Non, tu as payé ton billet, tu as payé à fort Tu prix parce captif. que tu es captif, tu es là, tu es obligé d'être là. Puis moi, j'ai trouvé ça fascinant parce que bon, toutes ces affaires-là parce qu'en fait, c'était pas des «moi, je pense que», c'était des arguments qui étaient qui étaient quand même, somme toute, de part et d'autre, Mmh. valables dans la façon dont ils étaient amenés parce qu'ils partaient d'un côté politique plutôt qu'un autre. Mais là où c'était intéressant, c'était de comprendre comment, finalement, l'autre répondait à ce qui venait d'être dit. Tu sais? Puis c'est ça, ultimement, qui nous manque. C'est ces moments-là où c'est pas vrai que tout le monde, là, sur les je sais plus combien de milliards nous sommes sur la planète Terre présentement, là, 8, ouais. mais 8, une affaire comme ça, mais c'est pas vrai que tout le monde va avoir la même capacité de pouvoir débattre de cette manière-là. C'est pas ça C'est qu'on veut. sûr. Non. Mais sauf que ce que l'on a comme proposition actuelle au niveau des chocs des idées, ce sont un des tribuns, 2 des monologues de personnes qui pensent comme nous, Mmh. 3 l'incapacité de plus en plus, aiguë, finalement, d'écouter la version de quelqu'un qui ne pense pas comme nous. C'est Mmh. ça que nous a amené, en fait, l'accélération du numérique, c'est-à-dire une espèce de forme d'impatience envers la pensée de l'autre qui est complètement divergente de nous, puis qui exacerbe finalement une espèce de même voire de colère. Oui, Puis tu tout à sais, fait. une colère De malaise au moins, mais de colère possible, oui. exactement, parce que il y a souvent des moments où dans des débats, quand ça va vraiment, vraiment très loin, tu sais, débatio là, ultimement en grec, en latin là, c'est c'était ben, pour les Grecs, en fait, c'est une bon, je recommence. Débatio, c'est en latin, puis ça veut dire ultimement, c'est un ring de boxe, là. Oui, c'est ça. C'est ça, C'est ultimement. le mot Puis «battre» dedans. exact. Puis Heu, en grec, le débat, le dialogue dans la cité, l'agora, c'était pourquoi? Ben, c'était pour des cités guerrières. Athènes, c'était une cité guerrière qui se défendait contre No qui? shit. Son pire ennemi, c'est-à-dire Sparte. Oui. C'est pas compliqué, c'est juste elle. Fait que bref, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de dire: «Ben là, il va falloir se trouver autre chose que toujours amener les gens en guerre, parce que les gens veulent plus aller en guerre. On vient de perdre la dernière. On a perdu à peu près tous nos jeunes qui sont prêts à aller combattre. Donc il Mmh. faut attendre au moins une bonne quinzaine d'années avant qu'ils soient capables d'être tout au moins un petit peu forts pour être capables d'aller se battre à nouveau. Fait qu'on va
mettre ça en parole pour être capable de savoir finalement, de, heu, de relancer en fait cette fièvre-là de repartir en guerre. Ultimement, là, c'était pour faire des débats pour savoir si on va en guerre ou pas. Fait que bref, il y a toujours eu une volonté genre de physique là, de prendre le plancher puis d'être là. Au Moyen Âge, là, comment qu'on faisait ça, c'est que puis les moines tibétains, les moines bouddhistes, en fait, font ça Ouais. encore, c'est que la personne qui écoute est assise, puis l'autre devant lui va venir frapper dans ses mains proches de son visage, comme pour Ouais, pour marquer simuler des la points. bataille, ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Puis au Moyen Âge, c'était à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait des faits et gestes qui venaient avec le débat. Bon, ça a amené, Descartes à dire: «Bon, ben là, on va faire table rase, puis on va repartir la machine parce que Mmh. ça a absolument plus de bon sens». Mais bref, cette crise-là du débat puis du dialogue, il fait partie finalement de l'histoire de l'humanité. Puis aujourd'hui, à la puis moi, j'oserais l'amener à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale parce que quand est arrivée toute la prise de conscience que les camps de la mort puis les camps Mmh. d'extermination étaient Existait. réels, ben là, ce qui arrive là, c'est que il y a une honte Mmh. d'avoir entendu parler de puis d'avoir rien fait. Fait que Mmh. comment on fait? Certains philosophes qui faisaient partie de toutes ces périodes, dont Camus, entre autres choses, mais Mmh. aussi Lévinas disaient que on ne peut plus faire l'économie de l'éthique, puis on ne peut plus faire l'économie du débat. Hannah Arendt, c'était la même chose. Donc, il faut reconsidérer, en fait, le fait de vivre ensemble, de faire cité, de faire politique. Mais Mmh. qu'est-ce qu'on en à quoi on en arrive aujourd'hui en 2026? Ben, c'est une perte, en fait, du politique. Un, parce que le débat dont on est question, puis deux, ben, aussi parce que la plupart de nos dirigeants politiques sont tous venus de l'entreprise. Donc, n'ont pas ou très peu d'expérience en politique. Puis là où ce que c'est fascinant, c'est Mark Carney, présentement, au Canada. Je suis pas en train de dire que c'est pas un bon, premier ministre, je suis pas en train de dire ça. Mais le fait qui est intéressant à considérer, c'est qu'il n'a aucune expérience politique. 0. Aucune. Il a jamais été, tout ça, Député, il a jamais fait non, campagne. non, non. Puis là, il est chef de parti et en plus de ça, premier ministre. Chef d'État, ouais. Hallucinant, hallucinant. On a Le chef d'État du voisin de la plus grande puissance mondiale. Exactement. Mmh. Puis ça peut être une force, mais ça peut être aussi une faiblesse pour beaucoup de choses, dont le fait d'être présent Le finalement en chambre, entre autres choses, là. Il est très absent. comme ancien athlète, je dis toujours, beginner's luck end Oui, c'est ça. abruptly. Exactement. Puis ce qui est pernicieux dans tout ça, c'est justement la perte de confiance dans les institutions. C'est-à-dire que, ben, qu'est-ce qu'on en a, si on porte au pouvoir des gens qui n'ont plus d'expérience en politique, qui n'ont plus d'expérience dans ces choses-là, puis qui ont tous fait carrière, dans, des entreprises. Fut une époque que c'était tous des médecins. Mmh mh. Mmh. Ou des Je dis avocats. ça Ouais. ou je dis ça, je dis rien. Mmh. Heu Mais bref, il y a une perte là fondamentale du fait politique, profond. Fait que est-ce normal qu'on perde confiance? Oui, mais est-ce qu'on peut changer les choses puis
aller vers un ailleurs dans lequel on n'est pas, je pense qu'il faudrait reconsidérer le fait politique, comme le disait Hannah Arendt dans Oui. les années 60. Je pense que puis comment elle l'a fait, elle? En retournant lire Aristote pour proposer finalement un renouveau de la politique américaine parce que dans les années 60, elle était aux États-Unis finalement. Puis qu'est-ce que fait Martha Nussbaum présentement aux États-Unis? Ben, elle fait la même chose, c'est-à-dire que Mmh. c'est une experte d'Aristote, mais pour amener le fait qu'il faut, faut ramener de l'empathie puis les émotions démocratiques au sein même de l'appareil politique. Il y a quelque chose, parce que c'est drôle, tu cites, Naren, puis j'ai lu quelque chose d'elle ce matin, juste avant notre épisode. Fait que Mhm. l'algorithme, mais c'est pas juste l'algorithme qui Non, c'est les grands esprits qui se rencontrent, là. oui. Puis ça parlait justement des institutions, notamment Oui. universitaires, Mmh. qui puis ça découle après ça partout, là, parce que Ouais. si tout le monde a un bac, ben, tout le monde est passé par l'université, donc tout le monde est corrompu par cette corruption intellectuelle-là, si on veut. Mmh. Elle parlait de cette, fixation, sur les idées socialistes, communisantes, tu sais? Mmh. Et c'est ce refus du capitalisme et puis, tu sais, elle mettait en évidence que, ben, le capitalisme a quand même sorti l'humanité de la pauvreté. Mmh. Là, après ça, on peut débattre des applications de puis tout Ouais. ça. Heu, c À partir de quel moment, d'après toi, les institutions comme les universités, les institutions de savoir, Oui. on va parler des grandes universités, ont commencé à errer, tu sais, de peut-être justement, en théorisant trop, peut-être, ou en mais moi, C'est j'ai un malaise présentement avec l'institution académique qui est l'université, oui, qui semble être assez unidirectionnelle, dogmatique, alors qu'elle devrait être ouverte. ouverte, Hem, Ça remonte à plus loin que ça. sûrement. Sûrement. Hem, je pense que c'est, au cœur même des universités modernes, Mmh. donc pas contemporaines, mais modernes, tu sais, quand on entend parler, «Ah ben, tel programme a fermé dans une université parce qu'il y avait pas assez d'inscrits». Qu'est-ce que ça nous dit réellement? Mmh. Ça nous dit absolument rien sur le programme. Ça nous Non. dit beaucoup de choses sur le business model, en fait, de cette université-là. Ça dit, en fait, qu'une chose: plus tu as d'inscrits, plus tu as Revenu. d'entrées d'argent, Ouais, c'est tu as ça, ben oui. des revenus parce que tu as des frais afférents puis des trucs comme ça. Bon, première affaire. Deuxième affaire, c'est que, tu payes tes professeurs en fonction du nombre d'étudiants qu'ils ont dans leurs cours. Donc plus il y a d'étudiants, plus c'est rentable. Fait que donc, je c'était un beau son de canette, ça. Je l'ai timé avec la fin Oui, de ta phrase, absolument. en voulant le cacher. Ah oui, bien sûr. Puis moi, j'ai juste fait durer ma phrase pour que ça soit pas caché. Hem, À la tienne, tiens. ouais, c'est ça, santé. Et l'autre affaire qu'on oublie souvent, c'est plus il va y avoir de diplômes, donc plus les gens vont pas quitter, soit le bac, soit le certificat, soit la maîtrise, soit le doctorat, ben, plus il va y avoir aussi une rentrée d'argent sur le fait d'avoir des diplômes. Es-tu en Donc train de ça dire là. que l'université est un Tinder du savoir? Oh non! Oh non, 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 non. Je suis en train de dire que c'est une belle fabrique à diplômes là Oui. aussi, puis que, toute sa façon de concevoir finalement, c'est,
ces rénovations, des chaires de Mhm. recherche qui maintenant sont rendues financées par le privé, des rénovations avec salle de cours qui est une présentation de telle industrie puis telle industrie. Allez au HEC, vous allez voir, c'est partout, partout comme ça. Bref, c'est ça qui va mal dans les universités. C'est-à-dire que la mission première d'une université, c'est euh, d'être au service du bien public, du Mhm. bien commun. Oui. C'est ça, ultimement. De penser la société, de penser la société de différentes manières, tu sais, en tant que sociologue, en tant que biologiste, en tant que ci, en tant que ça. Ça, c'est ça le propre de l'université. Comment elle y arrive, c'est dans le comment, finalement, Mhm. que le bas blesse. Puis ça, ben, ça s'installe au fil du temps. Donc tout ça, finalement, s'installe, puis dans les années 90, ce qu'on a pu voir, en fait, du côté des étudiants, plus précisément, c'est la nécessité de publier ou sinon de disparaître complètement de l'univers de l'université, le fameux publish or perish. Puis Mhm. ça, c'est quelque chose qui s'est installé tellement profondément à travers les années, à travers les âges, que ça s'est cristallisé et institutionnalisé. Donc, si on publie en dehors des revues scientifiques, eh bien, finalement, on n'est pas là du tout. On s'auto-éjecte finalement du système universitaire. Et pour la petite anecdote, ben moi, quand je suis arrivée au début des années 2000, euh, 2000? Non, 2010. Voyons, qu'est-ce que je dis là? 2010. Tout ce qui s'est... non, non, c'est début 2000. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? T'es vieille. Je suis vieille, de toute façon. Faut bien que je l'accepte à un moment donné. Ben, qu'est-ce qu'on voyait déjà? C'était justement ce système-là. Tu pouvais pas rêver à arriver au doctorat en philosophie sans avoir ton plan de carrière, sans avoir ton plan de Hmm. publication où tu allais pouvoir publier tes résultats de recherche en sciences humaines ou en sciences molles, si vous préférez. Donc, tout ça est participatif du grand système universitaire, finalement. Puis, moi, ce que je remarque beaucoup, parce que moi, je suis un consommateur de publications Mhm. scientifiques, je n'en produis pas, mais ce que je remarque beaucoup, c'est la différence entre la publication scientifique initiale, celle par les chercheurs, et celle qui est publiée, l'espèce d'abstract publié ou le Oui, communiqué de presse pré-abstract, oui. qui est très, très, très marketing. C'est l'université qui publie ça, c'est très marketing, c'est très communication PR. C'est même souvent clickbait. Genre, il y a des affirmations qui sont faites dans ce communiqué de presse-là ou dans cet article initial-là qui sont démenties ou démontées carrément dans l'abstract du papier. Genre, on n'a pas testé ça. Mhm. Ou genre, on a testé ça et nous n'avons pas pu prouver cela. Mais le titre, c'est, par exemple, nous avons trouvé l'entanglement quantique dans telle affaire. Tu sais, puis donc, ils travaillent là-dessus. J'ai un problème, moi, avec ça, avec le côté marketing de cette recherche-là, fondamentale, qui se veut intéressante ou intéressée pour le grand public, mais je pense que c'est un écran de fumée parce que ce qu'on veut, c'est des subsides, c'est de l'argent, c'est des investisseurs. Fait que c'est comme Ben si on créait un hype comme dans le temps des dot-com avec de la recherche fondamentale. oui, puis le glissement qu'il y a là, puis à ce que la science fondamentale ne répondra jamais, c'est justement à des arguments marketing puis à des arguments de vente. La recherche fondamentale, on va se le dire, là, sert à rien. Ne Ça sert sert. pas à régler un problème, ne Mhm. sert pas à créer une nouvelle invention, ça sert à mieux connaître le monde dans lequel on évolue.
Ouais. Il y Fin a un chercheur qui m'avait, non, une chercheuse qui oui. m'avait dit, hem, la recherche fondamentale, c'est ceux et celles qui fabriquent des nouveaux blocs Lego. On fait rien avec, nous. On fabrique les nouveaux blocs Lego, puis il y a quelqu'un qui va prendre ce nouveau bloc-là, puis qui va le faire fitter dans une autre affaire, puis qui va Exact, bâtir un édifice avec ça. exact. Mais ça travaille Exactement. sur des couleurs, des formes qui existent pas et c'est comme ça qu'on avance. Oui, exactement. Puis c'est là où, pour faire le lien avec la dernière question, puis ce que je parlais au niveau du modèle universitaire, ce type de recherche-là, elle ne se subventionne pas de la même manière. Ça peut pas être subventionné par le Mmh. privé. Parce que Mmh. si c'est le cas, nécessairement, on l'a vu dans les années 70 avec Exxon qui a posé des questions à des chercheurs universitaires. Je sais plus exactement dans quelle branche, à savoir c'était quoi de faire des études en fait sur les impacts environnementaux des gaz à effet de serre, puis Mmh. donc de ce dans quoi ils excellaient là, tu sais, c'est-à-dire d'extraction du pétrole et tout ça. Quand ils ont reçu les documents avec la preuve à l'appui que ça allait donner ce que l'on connaît aujourd'hui, Mmh. ben, ils ont caché les résultats Mmh. parce que les challengeait beaucoup trop puis ça les obligeait à faire quelque chose. Ils ont décidé de rien faire. Ils ont décidé de Mmh. cacher tout ça, de cacher ces données-là. Donc, pour quelqu'un qui est issu des années 70 puis qui a eu le combat environnementaliste puis écologiste toute sa vie durant, là, Mmh. même en étant enfant, j'avais la fibre écologiste tatouée un peu partout dans mon être là, de petite fille. Je trouve ça scandaleux. Y Ouais. a-tu, revenons juste aux institutions académiques, donc Mhm. pas dans le public, ou le privé Ouais. plutôt, mais il y a pas aussi, je vais prendre un grand mot méchant là, mais, il y a il y a pas un peu cette corruption-là aussi dans les universités de pousser des agendas ou pousser des, des modus operandi qui suivent un narratif, acceptable, disons. Mais ce serait Puis quoi, toi, un narratif acceptable? mais par exemple, je vais reprendre ton exemple. Je me fais, mettons, l'avocat du diable par Ouais. rapport aux hydrocarbures, OK? Fait que Mhm. une compagnie privée qui va smudger des datas ou les camoufler, pour prouver son point que l'extraction des hydrocarbures est bonne. Et une université qui, à contrario, va publier des chiffres pas nécessairement validés avec une population assez élevée ou pour empirer le message. Tu sais, il y en a un qui est un peu meilleur que l'autre moralement, mais les deux mentent pareil. Tu sais. Ouais, mais en fait, je le ramènerais dans le quotidien dans lequel on est actuellement. C'est pas connu de tout le monde, puis c'est pas Mhm. nécessaire que ça soit connu de tout le monde. Pas parce que je trouve que c'est de la donnée qui vaut pas la peine, mais euh, c'est qui loge où, finalement, dans les universités. Quand on a un doyen de faculté ou une doyenne de faculté, elle a fait ses études en quoi? Cette personne-là a fait ses études en quoi? Puis là, je pense à la philosophie, par exemple. Je pense à des universités comme l'université qui est dans la Silicon Valley en tant que telle. Il y a une faculté de philo. Il y a un département de philo dans cette université-là. Et moi, j'irais jamais me tremper le bout du petit orteil dans cette faculté-là parce que je sais où logent ces professeurs-là de philo, Mhm. ce département-là de philo. Je sais exactement c'est quoi leur théorie, leur façon de voir le monde. Donc moi, Ouais, j'ai cette grille de lecture-là, de compréhension de où se situent les différentes universités, ou voire même beaucoup plus micro, les différents départements, ou les professeurs avec qui
je veux aller étudier ou je veux avoir ça sur mon CV parce que il y a telle université, tu vas aller faire tes études là pour, si on pense à tous les Allemands, finalement, les philosophes Mhm. allemands, donc Hegel, Nietzsche et tout ça, ben tu vas aller à telle université parce qu'il y a tel expert qui est là, puis il y a un prestige autour de ça. Tu vas pas aller faire les mêmes études avec un autre expert, mais dans une autre université qui Mhm. va être de seconde ou de troisième niveau, parce que tu veux avoir le prestige. Donc, c'est une question de prestige. Puis là Oui. où ça devient hyper intéressant de s'intéresser à l'université en tant qu'institution fondatrice, en fait, puis importante d'une démocratie, c'est de voir ce qui est en train de se passer aux États-Unis depuis la réélection de Donald Trump. En fait, c'est que on voit les universités ont été les premières institutions attaquées par le gouvernement, par le projet, c'est-tu 2026 ou 2025, le projet? Le fameux gros document Je pense que c'est avant 2026, mais oui, Ouais, c'est c'est ça, ça. exactement. Puis, et donc, que les universités perdent leur subvention, leur fonds, euh, parce qu'ils sont attaqués directement, ou sinon c'est les recteurs des différentes universités qui sont attaqués personnellement. Pour ça, ben ça c'est le propre en fait qu'un appareil démocratique est en train de s'étioler en Mhm. tant que tel. Puis ben c'est ça. C'est ça. Donc moi c'est là où ce que ma lecture du monde universitaire en est rendue aujourd'hui. Puis ici, c'est le cas aux États-Unis, ben ça va être bientôt le cas aussi dans les grandes universités européennes parce que là aussi, les extrêmes sont en train les extrêmes droites, en fait, sont en train de Mhm. monter en grade. Ouais, possiblement en réaction à l'extrême gauche, mais c'est dans les deux cas, c'est pas une bonne nouvelle. Non. Comment comment on arrange ça? Si c'était arrangeable, là, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire en tant que neurodivergent atypique avec des opinions? Avec des points de vue éclairés, j'oserais dire. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être de le dire plus, peut-être d'identifier la problématique plus Ben déjà, ouvertement. puis déjà de le nommer, de savoir le Mmh. nommer, de savoir le reconnaître, c'est déjà énorme. Puis de le Mmh. reconnaître dans toutes les instances, là. C'est Ouais. pas juste, bon, là, tu m'offres encore ton micro, puis ça me permet de pouvoir le dire, mais à toutes les instances que je peux le dire, je le nomme. C'est pas juste parce que j'ai publié un livre en 2017 sur le système d'éducation qui me permet de me prendre la parole là-dessus. J'ai pas arrêté de parler de ça à toutes les fois où ce que j'ai pu avoir le micro, le porte-voix, la plume, etc., etc. Peu importe. Fait que ça, c'est de prendre parole le plus souvent possible. Deuxièmement, c'est de rester lucide. Je pense que c'est ça qu'on peut faire, c'est de rester informé, de pas s'enfermer dans nos petites chambres d'écho individuelles, puis de continuer à s'informer le plus possible. Puis j'oserais dire de rappeler le super clip en fait de Marguerite Duras en 85 qui disait qu'est-ce qui va arriver Mmh. en l'an 2000, c'est qu'on va être submergé d'informations et tout d'un coup, l'espoir va venir et l'espoir va venir d'où? Que quelqu'un va recommencer à lire. Donc, je pense que Wow! qu'est-ce qu'on Mmh. peut faire? C'est de continuer à lire.
Écoute, je vois pas de meilleure conclusion à notre épisode que d'inviter les gens à lire à lire. ou comme le disait Voltaire à la fin de son roman Candide, de cultiver notre jardin. C'est Voilà, peut-être ça. c'est Hey, peut-être ça. Joël Tremblay, merci énormément de t'être prêté pour une deuxième fois à mon jeu. Ça va en prendre une troisième certainement. On n'aura pas le Euh, choix. Là, c'est l'été. On se voit à l'automne à Technocompétences, Oui, nous, pour deux affaires au moins. Puis, à 2-3, hein? ouais, voilà, c'est ça. Mmh, Merci de ta générosité. Pour ceux merci à toi. qui nous écoutent et qui nous voient en vidéo, vous avez peut-être remarqué le changement de lumière et d'uniforme. C'est qu'on a eu un problème technique en plein milieu d'une belle réponse de Joël. Alors, par la magie de l'édition, nous avons corrigé la chose, mais nos cheveux ont poussé entre-temps et j'ai essayé de mettre ma barbe au même niveau sans succès. Merci beaucoup, Joël. À très bientôt. Merci Christian, à bientôt.